Bonjour, aujourd'hui nous recevons Michel Fourcade. Bonjour. Alors, soyez le bienvenu. Vous enseignez l'histoire des religions. Notamment l'histoire culturelle et religieuse, l'histoire générale contemporaine. D'abord, je voudrais faire un petit mot à Samuel Paty, le professeur assassiné. Et j'ai eu une pensée à tous ces profs qui se sont retrouvés tout seuls devant leurs élèves ce matin. Samuel était un professeur qui aurait dû pouvoir expliquer, illustrer, argumenter dans une ambiance de sérénité, l'autonomie de la connaissance et de la pensée. Ce qui devait être un travail serein, somme toute, est devenu un acte d'héroïsme aujourd'hui. C'est un peu notre consternation commune à tous ceux qui sont chargés d'enseigner, oui, parce que bon, on ne connaît pas encore tout dans cette histoire-là, ni le cours qui était incriminé, ni la situation exacte de son assassin, s'il est seul, s'il est déséquilibré, si c'est un réseau, etc. Donc on en apprendra peut-être un peu plus dans quelques jours. Mais ce qui est certain, c'est que notre métier, oui, c'est d'enseigner un savoir critique auquel rien n'échappe, et donc les religions n'y échappent pas non plus. C'est d'enseigner la liberté d'expression, qui sous-tend toutes les autres libertés. Et donc, c'est affligeant, évidemment, de voir un collègue tomber pour la tâche qui est de l'ordre de nos missions. Voilà, donc vous êtes maître de conférence à l'université Paul Valéry depuis 2001, historien des religions, des cultures, des philosophies et des idées. Donc 55 ans, vous êtes né à Montpellier, 5 enfants, vous avez fait Cagnes-Joffre. Vous dirigez le cercle des archives de Maritain. Vous êtes très lié à la figure de cet homme qui a de pensée et d'action. Oui, Maritain, il est mort en 1973 et c'est donc le principal penseur thomiste et figure de la philosophie catholique aussi au XXe siècle. Et je l'avais découvert, moi je ne connaissais pas plus que tout le monde, mais je l'avais découvert en Cagnes justement quand j'étais à Joffre, parce qu'on avait le mal en philo et le régime de Vichy en histoire. Et dans la bibliothèque de Joffre, poussiéreux, ça n'avait pas été sorti depuis les années 50 sûrement, il y avait 2 livres de Maritain, un qui s'appelle Dieu, la permission du mal, et l'autre, À travers le désastre, qui a été en fait le premier livre de la résistance clandestine en 1941. Et je me suis demandé quel était l'homme assez profond pour y voir à la fois dans les questions les plus compliquées de la métaphysique, le mal, et en même temps dans les marécages de l'année 40. Et c'est comme ça que je suis tombé dans Maritain. Et j'en suis jamais vraiment sorti. Donc ma thèse, j'ai soutenu ça en 2000. Et puis maintenant je dirige les archives Maritain qui sont énormes, puisqu'il y a 60 000 lettres, des correspondants du monde entier qui vont de pape à inconnu, à président, etc. 60 000 lettres. Oui. Et donc c'est un peu un contemporain capital. C'est Gilles qui s'appelait comme ça, le contemporain capital, mais il y en a un autre. C'est Maritain qui était vraiment au cœur de pas mal de problématiques du XXe siècle. Voilà, donc loisirs, scoutisme et travail. Le scoutisme, maintenant je suis passé un peu à la retraite pour le scoutisme. Non, je m'en suis longtemps occupé. Vous étiez animateur. Même plus maintenant, non, il faut savoir s'arrêter, mais je m'en suis longtemps occupé. Et j'y ai appris beaucoup de choses pour mon métier aussi, pédagogique, je pense, qui m'ont bien servi ensuite. Et donc je continue à encourager tous ceux qui le peuvent, notamment les jeunes étudiants, à participer et puis à exercer des responsabilités dans le scouting, parce que c'est extrêmement formateur et en même temps extrêmement amical. Donc voilà. Qualité obstinée, fidèle, franc, défaut, pas carriériste, laborieux. Oui, très laborieux, notamment dès qu'il s'agit d'écrire quelque chose. Ma thèse a été très longue à finir. Donc on va commencer avec la une là, du 907, le prochain numéro en kiosque mercredi matin, avec à la une donc un casino de plus, le 5e. Non, non et non. Nicolas voudrait un 5e casino autour du stade, alors qu'il y en a déjà 4 à moins de 40 km autour de Montpellier. Rien ne va plus, comme on dit dans les casinos. Tout à fait. Et alors, bon, j'ai pas de réaction, à dire que je m'intéresse peu au casino, donc je ne savais même pas qu'il y en avait 4 déjà. Mais ça me paraît en effet beaucoup. Voilà. Ensuite, on revient sur un sujet relocalisé localement, une très étroite fenêtre
Alex Larue sera attendu au tournant de la relance économique dans la métropole. Ensuite, on revient sur toujours les amis d'Alex Larue, les ex-amis. Échec, défaite, déroute, tension, désertion, à la recherche d'une droite perdue à Montpellier. Et on revient aussi sur nos députés, Vignal, Miralles, Dubost, ont voté pour. Les abeilles ont le bourdon. Voilà quel est le programme du prochain numéro. Il y en a pour tous les goûts. Michel Fourcade, est-ce que vous lisez La Glorieuse? Alors je la connais, mais je la lis. J'avoue que je ne suis pas de Montpellier même, j'habite en périphérie, et donc ma vie civique n'est pas entièrement centrée sur Montpellier, donc j'ai pas beaucoup de temps non plus, donc je suis désolé de ne pas la lire aussi régulièrement que je le devrais. Que lit un historien des religions pour se tenir informé de l'actualité politique? Alors moi je suis abonné à pas mal de choses, mais notamment Le Monde et La Croix, donc plus maintenant tous les réseaux sociaux, donc j'ai déjà trop à lire dans l'actualité. Vous êtes élève de Gérard Cholvy, Oui. prof d'université spécialiste du catholicisme. Pensez-vous que l'enseignement des religions a évolué depuis vos années étudiantes? Ah, certainement, oui. Ben, déjà, ça a évolué la fac par le public, c'est-à-dire qu'on avait un public qui était à la fois plus cultivé sur les religions, puis moins divers au niveau des religions avant. Et moi j'ai senti ça, j'ai soutenu ma thèse en 2000, c'est-à-dire 6 mois avant le 11 septembre 2001, et on a bien vu que, bon, moi toute ma thèse était construite sur les problématiques de la Seconde Guerre mondiale, de la Shoah, du rapport chrétien-juif, enfin des problématiques qui étaient mobilisantes dans les années 80-90. Et puis on sortait complètement de l'après-guerre, y compris dans le public qu'on avait. Au lendemain, 6 mois après ma thèse, avec le 11 septembre, où la figure du monde passait et changeait. Et donc il a fallu renouveler, se mettre d'abord à proximité des nouveaux étudiants qui avaient une culture religieuse, ils en ont toujours une, mais très différente de celle qu'il pouvait y avoir avant. Moins de militance certainement, enfin, ça devenait plus rare, et en même temps plus de diversité. Et puis surtout intégrer dans nos cours le Moyen-Orient, en fait toute une série de choses que normalement on n'enseignait pas vraiment, sauf lorsque ça tombait à la grecque ou de manière exceptionnelle, mais qui maintenant fait partie de nos enseignements courants, pour répondre justement à cette nouvelle figure du monde. Voilà. Alors ceci dit, c'est fait avec peu d'heures, j'avais assez d'heures par rapport à l'immensité des programmes. Qu'est-ce qui a changé après le 2001? La problématique générale a changé. C'est-à-dire, on est sorti jusqu'en 2001, on était encore dans les problématiques de la Seconde Guerre mondiale qui ont été congelées pendant 40 ans par Yalta, par l'affrontement des deux blocs, etc. Et donc ça a déjà commencé à changer à partir du dégel du monde communiste et lorsqu'on a le monde a bougé à ce moment-là, alors qu'il avait été un peu immobilisé dans une seule problématique pendant 40 ans. Et puis de nouvelles problématiques sont montées. Le Moyen-Orient, par exemple, la Chine, etc. Bon. Est-ce que vous sentez que la liberté de conscience a pris un coup depuis 20 ans? Ah, ça c'est une question compliquée, je crois pas, non. Simplement, elle aussi, ce qui change, c'est autour d'elle, quoi. C'est-à-dire le monde dans lequel elle a à s'exprimer, le public varié devant qui on est appelé à faire des cours, etc. Donc, les conditionnements de la liberté de conscience changent certainement et ont beaucoup changé depuis 20 ans. Et alors, en fac, en plus, on est quand même dans un milieu assez protégé, c'est-à-dire que les étudiants qui arrivent en fac sont déjà passés par le lycée, ont déjà été formés par le lycée, ont déjà plusieurs années d'esprit critique derrière eux, et ce n'est qu'une minorité, bien sûr, qui arrive encore plus jusqu'à des études de philosophie ou jusqu'à des études d'histoire. C'est évidemment plus compliqué dans certaines régions de France où de manière générale, c'est compliqué à d'autres âges, c'est-à-dire au niveau collège ou au niveau lycée. Et puis c'est compliqué aussi dans d'autres régions plus ghettoisées, où là, en effet, on ne peut plus du tout... On a toujours les mêmes missions, mais par contre, on ne peut plus du tout avoir les mêmes recettes pédagogiques. Est-ce que vous faites attention à ce que vous dites? Ah ben bien sûr, oui, mais ça... Disons, il y a deux choses. Il y a ce qu'on a mission de faire, et ça ne change pas. Et donc, l'attention à ce qu'on dit, la prudence, c'est une vertu. Et donc, on doit être prudent dans ce qu'on dit, dans la mesure où c'est pas du tout une lâcheté, mais simplement, il s'agit de trouver le moyen pédagogique d'exprimer nos missions. Voilà. Et donc, la prudence, c'est-à-dire,
les cours interviennent toujours, bien sûr, dans une relation avec des élèves. C'est pas des choses qui tombent comme ça du ciel, mais c'est avec des relations avec des étudiants, avec des élèves. Et donc, je pense que je peux tout dire, mais sur un terrain préparé, avec une pédagogie adaptée. Voilà. Et ça s'apprend. Est-ce qu'on on a ajouté une unité de valeur, initiation à l'histoire du christianisme? Alors avant, mais à Montpellier, l'histoire religieuse, toutes les facs n'ont pas une tradition d'histoire religieuse, mais à Montpellier, c'est une des universités. On a depuis longtemps, même avant Cholly, dès 1945, une tradition en histoire religieuse dans les différentes périodes. Et donc, il y a eu, il y a quelques années, mais avant que ne changent les maquettes, et donc ça a sauté dans les changements de maquettes, mais il y avait une initiation au judaïsme, une initiation au christianisme, et quelques cours d'initiation à l'islam, ça commençait à peine. Voilà. Et donc, aujourd'hui, on n'a pas de cours initiation au christianisme, mais dans le cadre des masters, c'est des enseignements qu'on donne, et à l'islam aussi, ou au judaïsme aussi, sans avoir assez d'heures par rapport à l'immensité de ces sujets. On n'a jamais assez d'heures, évidemment, mais bon, on essaye quand même de faire quelque chose de formation aux problématiques religieuses et aussi aux problématiques de la laïcité. Sur votre dernier post Facebook, là, pour se rappeler, enfin bon, entre guillemets, pour se rappeler que notre culture est celle de la représentation de l'image la plus sainte comme celle de la caricature la plus débile, de l'icône comme de l'idole, que les unes ne vont pas sans les autres. Oui, ben, c'est un peu le constat de notre culture à nous, parce qu'on a fait un peu le christianisme dominant. C'est-à-dire que les deux autres monothéismes avaient pris le parti du refus de l'idole, et le judaïsme et l'islam ont pris le parti. Le judaïsme en Occident a évolué, bien sûr, ensuite, mais ont pris le parti du refus de la représentation de Dieu et, accessoirement, le refus des images. Bon, le christianisme, d'emblée, à partir du moment où le Dieu des chrétiens s'incarne en Jésus-Christ, il devient représentable. C'est une des conséquences de l'incarnation. Et hier, je postais ça hier parce que c'était la Saint-Luc. Saint-Luc évangéliste, historien, puisqu'il est l'auteur à qui on attribue les actes des apôtres, mais Saint-Luc, qui est aussi, d'après la légende chrétienne, le premier peintre d'icônes. Il aurait peint Marie, il aurait eu Marie comme modèle. Bon, c'est une légende évidemment, mais il y a plusieurs icônes d'Europe de l'Est, à Częstochowa par exemple en Pologne, qui sont attribuées à Saint-Luc. Et Saint-Luc, ça montre donc que le christianisme a fait le pari des images, au risque, mais ça s'est pas fait tout seul, il y a eu des querelles sans arrêt à travers les siècles, parce que si on prend le pari de l'icône, on a aussi des crises iconoclastes. Au bout d'un moment, on n'est pas content des images, et on les casse. On a cassé les icônes à Byzance avant le Xe siècle, on a cassé les icônes au moment des guerres de religion à Montpellier, les protestants ont beaucoup cassé les icônes au XVIe siècle à Montpellier. On a cassé les icônes au moment de la Révolution française, encore dans les années post-68, et Charlie Hebdo finalement est la trace de ce mouvement iconoclaste des années post-68. Bon, mais donc on a alterné en Occident des phases où on crée des icônes, et puis on les phases où on les détourne, où on les détruit. Voilà. Mais c'est le propre de notre culture. Et comment expliquez-vous que la culture musulmane, justement, ait un rapport compliqué avec les images? Aussi bien le judaïsme que l'islam, c'est d'abord des religions du désert qui le sont restées plus longtemps. Enfin, en tout cas pour l'islam, c'est né quand même au fin fond du désert. Et qui a réaffirmé une absolue transcendance et l'absolue unicité de Dieu, et donc toute représentation était considérée comme de l'idolâtrie. Et donc, bon, c'était déjà le cas dans le monde hébreu, avant le christianisme, mais bon, le monde hébreu a rencontré précocement la Grèce, avec Alexandre le Grand, la conquête hellénistique, etc. Et donc a déjà commencé à bouger sur la question de la représentation. L'islam d'Arabie a beaucoup moins bougé ensuite sur cette question-là de l'interdit de la représentation. Alors ça n'empêche pas, d'ailleurs, il faudrait peut-être commencer les cours par là, de formation, ça n'empêche pas que la question s'est aussi posée dans l'islam de la représentation, et on a, selon les moments, au XIVe, XVe siècle, et puis selon les lieux aussi, notamment dans l'islam persan, en Iran aujourd'hui, on a eu des représentations de Mahomet. Bon, actuellement, on est aussi victime d'un tournant wahhabite de l'islam au XXe siècle, qui a encore plus renforcé, qui se diffuse à partir notamment de l'Arabie Saoudite, et qui a encore plus renforcé et le refus de toute idolâtrie, donc la destruction des images des autres, les Bouddhas, Palmyre, la bibliothèque de Tombouctou, etc. Et également donc l'interdiction de la représentation, et à plus forte raison évidemment la caricature. Voilà. Alors je ne sais pas si aujourd'hui il faut partir de la caricature pour faire évoluer
la question. Ce serait déjà bien de partir donc de la représentation, à savoir que notre culture à nous, en tout cas, c'est une culture de l'image, de la représentation, quitte à pas en être content et à les détruire régulièrement, mais malgré tout, c'est ça notre spécificité culturelle. Voilà. Et que dit ce meurtre-là de Samuel Paty sur l'état de la France? Bon, l'état de la France, je ne vais pas faire un cours général là-dessus, je n'ai pas de compétences là-dessus, mais tout le monde le voit, hélas, l'état de la France. C'est-à-dire, bon, en même temps, il faut le vivre sans drame, puisqu'il n'est pas entièrement nouveau, cet état de la France, et donc il s'agit d'essayer de l'améliorer chacun à notre niveau. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a extrêmement de tensions et d'ignorance. On est dans une France de beaucoup d'ignorance, et y compris notamment de l'histoire des religions, de l'histoire de la laïcité elle-même. Et il y aurait besoin, alors je parle ça en enseignant un peu intéressé, mais il y aurait vraiment besoin qu'on crée un peu partout, et puis pas que dans les universités d'histoire, et pas que pour les étudiants d'histoire, mais des modules de formation à la laïcité, au b.a.-ba de l'histoire des religions, pour quand même améliorer un vivre ensemble qui est aujourd'hui quand même de plus en plus menacé dans certaines régions de France. Voilà. Ce professeur donc a fait un appel qui n'a pas été entendu. Il a subi une espèce de fatwa sur les réseaux sociaux. Ouais. Et le rôle des réseaux sociaux aujourd'hui est très important dans ce drame. Alors, Voire c'est primordial. difficile de parler déjà de cette affaire, d'abord parce qu'il y a un deuil à respecter, et on ne sait pas encore tout, ni sur l'assassin, ni sur le professeur lui-même, ni sur son administration, ni ce qu'ont fait chercher à faire certains parents d'élèves, la fatwa en effet sur les réseaux sociaux. Alors c'est sûr que les réseaux sociaux amplifient énormément tout ça, et puis surtout la relation d'enseignement est une relation personnelle aussi qu'on a avec des étudiants. Je ne dis pas une relation forcément amicale, mais malgré tout, c'est une sorte de contrat de confiance entre un enseignant et ses élèves, quel que soit l'âge de ses élèves. Et le but, c'est quand même de viser une certaine amitié. Et dans une certaine amitié, beaucoup de choses deviennent possibles, et dans une certaine confiance aussi. Voilà. Et donc c'est sûr que projeter tout ça sur les réseaux sociaux et dans l'extériorité qui juge, qui ne savent faire que juger, c'est particulièrement délétère. Et d'une certaine manière, en effet, Samuel Paty a été victime des réseaux sociaux, où on a dénoncé son cours, des gens qui n'avaient pas d'enfants, même assistant à son cours, si j'ai bien compris, en tout cas, là où on est actuellement l'enquête. Voilà. Est-ce que vous pensez que l'éducation... Je pense aussi à autre chose que, quant au fait qu'il a eu, on ne sait pas trop s'il a été sanctionné par son administration, enfin pour l'instant il y a plusieurs versions qui circulent, mais quoi qu'il en soit, ça veut dire aussi que quand même chaque prof est seul, ou à un moment donné ou à un autre, dans sa classe. Il y a bien sûr l'amitié des collègues, la salle des profs et ce qu'on peut attendre de l'administration, mais c'est toujours dans des délais qui ne sont pas toujours les délais qui courent lorsque l'événement court. Et puis il y a quand même une grande solitude, une grande responsabilité. C'est pour ça que tout à l'heure je disais qu'enseigner c'est aussi une vertu, et que dans les vertus nécessaires à l'enseignant, il y a aussi la vertu de prudence, qui n'est pas du tout la lâcheté, mais de savoir qu'il sera quand même seul au moment difficile. Ça fait partie des droits d'enseignant de rater un cours, ou de ne pas être toujours au top de la pédagogie, etc. On n'est pas tout le temps bon dans n'importe quel métier, mais savoir que c'est accentué par une certaine solitude de l'enseignant dans les moments les plus difficiles. Voilà. Est-ce que vous pensez que l'éducation nationale est armée pour faire face à cet islamisme Je pense qu'en théorie, il y a des gens qui sont conscients de ces problèmes-là, et qui pondent des rapports, etc. Enfin, ça peut, dans certains cas, se faire très bien, bon, mais il y a quand même globalement pas assez de moyens et pas assez de réflexion systématique sur ce genre de questions-là. Et une réflexion qui doit être à la fois ancrée dans les matières. Bon, moi je suis un peu inquiet de la manière de plus en plus légère dont on forme les futurs professeurs dans leur matière, leur propre discipline, voilà, et qui doit être aussi un peu plus armée dans une réflexion pédagogique. Moi j'ai enseigné d'abord en lycée ou en collège quelques années, et bon, c'est sûr que les premiers cours on les rate, on les réussit moins bien, il faut de l'expérience pour apprendre, bon. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, dans ces conditionnements les plus difficiles, ce sont souvent les plus jeunes enseignants qui sont envoyés dans les quartiers les plus difficiles, etc. Bon, ils sont mal armés, quand je les vois sortant de la fac, ils sont assez peu armés pour affronter
des grands problèmes pédagogiques. Et bon, des erreurs, on peut tous les faire, même pas des erreurs, mais disons des maladresses. Moi, je me rappelle à mon début d'enseignement, je présentais le film de Nuremberg à Nuremberg, qui est un grand film, bon, où il y a des scènes extrêmement violentes, où à un moment on voit un monceau de cadavres avec des bulldozers britanniques qui les enterrent pour éviter le typhus. Bon. Et je me rappelle que tous mes étudiants qui étaient en première, mes élèves qui étaient en première, ricanaient bêtement, notamment les garçons qui étaient un peu dans l'âge bête à ce moment-là, bon, qui ricanaient bêtement de cette image, et il m'a fallu un peu de temps pour comprendre la réaction, qui était une réaction de défense à la violence de l'image que je leur présentais. Donc j'aurais pu m'offusquer, dire mais pourquoi vous ricanez, ça aurait envenimé les choses, et donc il a fallu plutôt réfléchir pour faire passer le message de la Shoah autrement que par la violence de ces images-là, voilà, ou en tout cas préparer la violence de ces images-là pour préparer chez eux une autre type de réaction. Donc tout ça c'est la pédagogie, et c'est sûr qu'on l'apprend tout seul, largement, mais on l'apprend d'autant mieux évidemment qu'on nous a aidés avant. Et là, les enveloppes horaires ou les programmes d'éducation nationale ne sont pas toujours au top pour faire réfléchir les jeunes collègues à ce type de problématique. Parce que depuis 8 ans, quand même, on a chargé, quoi. Il y a eu Mera qui a assassiné 4 personnes parce que juives en 2012. Il y a eu les frères Kouachi, là, le procès là, en 2015 avec Charlie Hebdo. Il y a eu le Bataclan, il y a eu Nice, il y a eu le marché de Noël de Strasbourg. Bon, j'en passe, hein, parce qu'il y en a sûrement eu d'autres. Il y a eu le prof d'histoire géo. Donc le président, il a clos le débat, il a dit, bon, ils ne passeront pas. Quel est votre regard d'historien sur ces exemples de déstabilisation religieuse, terroriste, terroriste et religieuse, enfin, c'est un peu mêlé, Oui. d'une minorité? Est-ce qu'il y a des exemples dans l'histoire de France? Dans le passé, oui, sans arrêt. C'est-à-dire que la religion est quelque chose de... Enfin, je vais pas dire... Moi, je suis profondément chrétien, donc je ne dirais pas en soi que toute religion est dangereuse, mais il y a du danger dans la religion, et il y a du danger dans la croyance, dans n'importe quel type de croyance, et donc c'est bien évident. Et donc, dans le passé, à Montpellier, on est bien placé pour connaître, par exemple, les phases de fanatisme religieux au moment des guerres de religion, au XVIe, XVIIe, donc au XVIe, c'était les protestants contre les catholiques de Montpellier, au XVIIe, sur l'esplanade, on a exécuté plusieurs pasteurs, et on en a envoyé d'autres aux galères, donc il y a des postes encore dans la Révolution, au lendemain de la Révolution, les guerres de religion s'est poursuivies dans notre région. Bon. Donc bien sûr, il y a de la violence, il y a de la violence dans les religions. Là, c'était des Français qui étaient enfin même avec les Cathares, mettons, oui. C'était des gens qui étaient inscrits. Là, si vous voulez, c'est plus des gens qui viennent depuis 2-3 générations d'autres pays et qui déstabilisent un peu la France. Est-ce qu'il y a eu des exemples comme ça? Je sais pas, je suis un peu à court, là, je n'ai pas réfléchi comme ça, mais on devrait pouvoir en trouver, en tout cas. Mais bon, en fait, de manière plus générale, c'est sûr que il y a de la violence dans la croyance, y compris dans des religions orientales, y compris aujourd'hui dans le bouddhisme, etc. Bon, alors il n'y a pas que de la violence dans la croyance, mais ça suppose justement une bonne connaissance du fait religieux, parce que c'est une violence en même temps. Dans le premier baume, la première guérison peut venir de la religion elle-même, voilà, par une autocritique de la religion, et puis bien sûr par l'autocritique que peut en faire le monde laïque. Voilà. Est-ce que vous pensez que l'école peut gagner la bataille de la laïcité? Oh bah, oui, sinon je ne ferais pas ce métier-là. Donc l'école reste... bon, alors... ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu, je vous avoue, de ministre à mon goût pour l'éducation nationale, ni encore moins pour l'enseignement supérieur. Donc je ne vais pas dire du bien de l'école telle qu'elle est actuellement, parce qu'il me semble, puis en plus on n'a pas eu le Covid, nous, dans l'éducation nationale, pour devenir une grande cause nationale, contrairement, grâce à... enfin, je suis content pour eux, pour les médecins ou les infirmiers. Donc l'école a été... c'est un peu partout, pareil que l'hôpital jusqu'avant le Covid, c'est-à-dire que l'école a été un peu ces dernières années perdue de vue dans la construction de la nation, et avec un cahier des charges qui est devenu de plus en plus flou peut-être. Voilà. Et donc elle a besoin évidemment d'être heureuse, et ce qui entraîne le découragement de pas mal de collègues, parce qu'on est bien conscient, et notamment quand ils sont dans des conditions difficiles, avec des salaires qui ne sont pas mirobolants, etc. Donc il y aurait beaucoup de choses à dire sur aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut faire pour l'école. Mais en tout cas, il serait sain d'en refaire une grande priorité. Enfin,
Le problème, c'est que tout est toujours prioritaire. Hein. La santé, c'est aussi prioritaire, etc. Enfin, il serait simple de ne pas la perdre entièrement de vue, en tout cas, dans les efforts que doivent consentir aujourd'hui la nation, si on veut qu'elle joue son rôle justement d'intégration à la République, à la laïcité et au vivre ensemble. Voilà. Quel est selon vous là, le philosophe contemporain qui, dans le mouvement chaotique des idées, des questionnements, est le plus au centre des débats? Alors, moi, je suis un peu monomaniaque, c'est depuis que Maritain est mort. Alors, je lis toujours mais les autres philosophes. Alors, contemporain, moi, j'en lis beaucoup qui m'apportent, notamment alors, le Canadien. Il y a un livre que je trouve très intéressant, c'est L'âge séculier de Charles Taylor, qui est un Canadien. Voilà. Mais sinon, enfin, beaucoup peuvent contribuer à nos réflexions historiques, hein, à Habermas, etc., ou à l'état dans lequel, enfin, à penser les problématiques aujourd'hui. D'accord. Comprenez-vous Onfray et sa philosophie médiatique? Onfray, j'ai pas une aversion, mais disons une allergie à Michel Onfray, donc ça tombe assez mal. Et j'avais fait un des premiers textes pour le critiquer lui. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est plus un sophiste qu'un philosophe. C'est-à-dire que bien des choses de ce qu'il raconte ne tiennent pas debout, et bon, enfin, j'ai pas envie de dire du mal de lui, j'ai rien de spécial, de manière obsessionnelle contre lui, mais ça serait pas une de mes références favorites. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez une direction aujourd'hui? Voilà, on a l'impression qu'on vit au jour le jour, un peu à l'aveuglette. Il y a des programmes électoraux qui ne sont pas réalisés. Où va-t-on? Pourquoi hésite-t-on tant? Voilà. C'est un sujet philosophique, ça, non? Oui, mais alors moi je suis historien, beaucoup plus que philosophe. Je suis historien des philosophes, mais voilà. Alors je peux pas dire où va-t-on. Alors est-ce qu'on manque de direction? C'est-à-dire on en a quand même un certain nombre qui nous sont proposés. Alors après, est-ce qu'elles ne font pas consensus? C'est plutôt là, c'est plutôt ça. Notamment sur la question de l'Europe, la question des réfugiés, sur toutes ces questions-là. Il n'y a pas de consensus et il faudrait peut-être construire un consensus. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses qui restent à l'état de discours et de programmes et qui ne rentrent pas vraiment dans la réalité, faute de souffle ou de courage politique. Mais il y aurait moyen de faire mieux. Voilà. Ce que je dirais, c'est qu'on a toutes les capacités intellectuelles et les forces pour faire mieux que ce qu'on fait. Vous avez pensé le bien commun comme architecture? Parce que je fais des cours de formation à la pensée politique. Et donc, un de mes cours de formation à la pensée politique, c'est de dire que la politique, donc l'histoire des idées politiques, dans l'histoire, la politique a été pensée de trois manières, on pourrait dire, un peu successives, et avec tendance à substituer l'une à l'autre, alors qu'à mon avis, il faut les porter toutes les trois en même temps. C'est ce que j'essaye d'expliquer à mes étudiants. C'est-à-dire la politique est d'abord une branche de la morale, et après Aristote ou Thomas d'Aquin, saint Thomas d'Aquin au Moyen-Âge, on a pensé justement que la politique, c'est l'art de bien vivre. Et donc, qu'est-ce que c'est que l'art de bien vivre ensemble? C'est justement cette notion de bien commun. Et donc, des gens comme Thomas d'Aquin ont beaucoup réfléchi à qu'est-ce que c'est que le bien commun, et ça fait partie de notre héritage de notion politique, la pensée du bien commun. Et puis on peut penser la politique dans la branche de l'art, à partir de Machiavel, justement, l'art politique. Et puis dernier point, à partir du 19e siècle, d'Auguste Comte, là, le Montpelliérain positiviste, on a pensé la politique comme une branche de la science. Voilà. Et c'est le moment où on crée Sciences Po, en 1872 par exemple. Et donc la question c'est, faut-il choisir? Non, mais il faut aujourd'hui penser le politique au carrefour de ces trois discipline, c'est ce que je dis toujours avant des élections à ceux qui m'écoutent. Je dis, ben voilà, faites un carnet de notes, notez-les sur la morale, notez-les sur l'art, et puis notez-les sur la science, et puis vous verrez comme ça lequel est le mieux placé parmi les candidats. Voilà. Et donc le bien commun, c'est une pensée particulièrement essentielle aujourd'hui à redécouvrir comme art du politique, comme but du politique. Et le vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est une expression plus à la mode, mais qui pour moi est plus floue. C'est-à-dire que je préfère la notion de bien commun à la notion de vivre ensemble, parce que la notion de bien commun, elle a été travaillée philosophiquement par plusieurs. Bon. Et donc, qu'est-ce que c'est que le bien commun? C'est le bien qui va permettre à chacun de trouver son bien particulier, ce que les Américains appelleront la recherche du bonheur. Donc chacun suit d'abord son bien particulier, le bonheur. Mais pour que chacun puisse trouver son bien particulier, il y a un bien commun à avoir, qui naturellement n'est jamais stable et qui est toujours à redéfinir en permanence. Et bon, il y a déjà deux conditions principales qui sont la justice et la paix. Et donc le but du politique, c'est d'abord de redéfinir en permanence ce que doivent être les conditions de justice et de paix.
Voilà. Donc on termine traditionnellement par une question chapeau, mais j'ai oublié de mettre les questions dans le chapeau. Oui. Donc je vais vous la poser Allez-y. comme ça. Donc la question chapeau, il y en a plusieurs, mais je vous en pose une. Malraux avait donc raison, le 21e siècle sera religieux. Oui, c'est une formule de Malraux apocryphe, hein, on n'est pas trop sûr. Mais à vrai dire, la formule ne signifie pas grand-chose. Le 21e siècle sera religieux comme tous les siècles l'ont été, mais en même temps, la religion n'est pas tout. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'imaginer qu'il y a le schéma de sécularisation qu'on doit réinterroger. C'est-à-dire qu'au Moyen-Âge, tout n'était pas religieux. Dans les croisades, déjà, il y avait de l'économie, de la politique, de la diplomatie, des intérêts particuliers, et puis de la religion. Bon, au 19e siècle, au moment de la conquête de l'Algérie, la religion était déjà là. Ou de l'indépendance de la Grèce contre l'Empire ottoman, je sors d'un cours là-dessus, la religion était bien sûr déjà là. Alors au XXe siècle, elle est là aussi. Et pas simplement comme habillage. Parce qu'il y en a certains qui disent, oui, mais là, on invoque Dieu, mais c'est pour habiller d'autres conflits. Alors c'est vrai, on peut invoquer Dieu et instrumentaliser la religion pour habiller nos conflits humains. Mais il y a aussi des problématiques purement religieuses. Celle de la représentation, c'en est une. Et elles ont leur propre efficace ou contre-efficace, d'une certaine manière. Il faut savoir les comprendre pour en tenir compte. Voilà. Donc c'est un effet de style de Malraux. Je ne suis pas sûr que la phrase soit vraiment de lui, il l'a renié en tout cas ensuite. Donc elle ne veut pas dire grand-chose, sinon que la religion fait partie des moteurs du champ social. Il y a pas que, Marx avait raison de dire qu'il y avait l'économie, mais il n'y a pas que l'économie, il y a la médiologie, c'est un des moteurs qui nous fait évoluer, et les croyances religieuses aussi. C'est-à-dire qu'une société produit de son économie, mais aussi de ses croyances. Voilà. Très bien, je vous remercie. Merci à vous.